Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo que je n'entame que ce jeudi milieu de semaine, jeudi 12 juin. Je n'ai pas du tout eu le temps de filmer en ce début de semaine, mais c'est pas forcément très grave. Je n'avais pas non plus grand chose à vous raconter. Mais depuis 2 jours, on va dire que je cumule un petit peu les lectures avec pas mal de temps le soir. Et étonnamment, un endormissement plutôt tardif. Alors je sais pas si c'est dû à la fameuse pleine lune de la fraise qui a eu lieu quand? Hier mercredi. Mais en tout cas, c'est vrai que d'habitude je suis plutôt sur un endormissement vers 22h30, 23h, et là on était plutôt sur minuit et demi, avec dans le lot un petit réveil à 4h30 indépendant de ma volonté, mais un petit 4h30, 5h30 de réveil, et lui a réussi à se rendormir, moi pas, donc voilà, je me suis mise à lire à 5h30 du matin, chose qui ne m'arrive clairement jamais. Du coup je reviens avec 2 livres lus, un livre en cours et un livre emprunté que je vais lire aussi cette semaine. Je vais commencer avec... Non, je vais commencer avec l'autre. Je vais commencer avec le livre des sorcières de C.J. Cook, édité chez Hauteville. J'imagine que vous l'avez déjà vu circuler. Et il me semble que... Je l'ai là d'ailleurs, je l'ai là. Oui, Les sorcières du phare. C'est aussi C.J. Cook, Les sorcières du phare, donc le roman précédent que j'ai prévu de lire sur le mois de juin. Donc ça a l'air d'être un auteur, une autrice plutôt fascinée par les histoires de sorcellerie, et j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, ça m'a un petit peu fait peur. Quand j'ai vu la couverture du roman, je pensais que ce serait un roman purement fantastique et pas franchement ancré dans la réalité. Alors après, moi je sais que je suis assez sensible à l'ésotérisme notamment, donc ce que certains, voire beaucoup, vont prendre pour de la fiction et du fantastique dans certains romans, du coup, comment dire, je vais assez facilement prendre ça pour... Enfin, ancrer ça facilement dans la réalité quand on va parler de pratiques de sorcellerie, de la sorcellerie médiévale, etc. Disons que ça va me parler et je vais pas lever les yeux au ciel et dire oh là là, mais... qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Donc ça m'a bien parlé, surtout en lisant les remerciements. Je me suis rendu compte qu'elle s'était inspirée de faits réels. Alors je vais vous en parler un petit peu plus après, mais je vais commencer par un résumé de ce roman. On est sur 2 temporalités. La première temporalité en 1594 au XVIe siècle, où on suit Alison Balfour. Alison Balfour qui va être condamnée pour sorcellerie, condamnée plutôt par erreur, puisqu'en fait à l'époque, notamment à cette époque, il y avait un espèce de... un peu un micmac, enfin on mettait un petit peu toutes les femmes dans le même panier, à la fois les sorcières, à la fois les guérisseuses. Les guérisseuses étaient considérées comme des sorcières, les sorcières comme des guérisseuses, enfin tout ça c'était un petit peu un boogie-boulga, on va dire, de plein de dénominations, mais toujours est-il que en gros, et on l'apprend dans le roman, si je sais pas, à l'époque quelqu'un avait des maux de tête et d'un coup vous alliez, je sais pas, mélanger 3 plantes médicinales, les écraser et en faire une infusion ou les donner en cataplasme, vous étiez considéré comme une sorcière. Donc ce qui fait que cette fameuse Alison Balfour, qui de base est plutôt guérisseuse, se retrouve devant, on va dire, des religieux, devant des hommes politiques, des comtes, notamment Jon Stewart, et elle va se retrouver jugée pour sorcellerie. On va essayer de lui faire porter le chapeau d'un envoûtement qui avait pour but d'assassiner un grand de ce monde, on va dire. Donc voilà, et en parallèle on va suivre du coup plutôt dans notre époque contemporaine, Erin, qui est une jeune femme, il n'y a pas vraiment son âge, je crois, qui est indiqué dans le roman, mais on va dire elle est entre
18 et 22 ans, c'est une jeune femme qui vit avec sa mère qui s'appelle Clem, qui a une petite fille qui s'appelle Freya qu'elle a eue très très jeune. Et les trois femmes vivent ensemble puisque le père d'Erin qui s'appelle Quinn, lui, est plutôt absent. Sauf qu'un jour, Clem a un appel, sa fille est à l'hôpital et elle a été retrouvée dans les Orcades. Dans un état plutôt déplorable, en partie brûlée. Elle a été retrouvée avec son copain du moment qui, lui, est décédé sur le coup puisqu'il était complètement calciné quand on l'a retrouvé. Et il y a une troisième amie, Senna, avec qui elle était dans les Orcades à ce moment-là, qui, elle, pour le coup, est complètement introuvable. Et en fait, on va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et bien entendu, les deux époques vont être liées. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment. Il est bien sûr au milieu question du livre des sorcières. Il est aussi question d'un groupe de sorcellerie, je sais pas comment l'appeler, c'est pas une secte, c'est pas une congrégation, c'est pas, enfin en tout cas qui se fait appeler le Triskel, vous savez, le fameux symbole qu'on trouve beaucoup en Bretagne chez nous. Et voilà, ça va être un petit peu un mélange comme ça entre deux époques à la fois d'envoûtement, à la fois sorcellerie, à la fois d'intrigue, à la fois de mystère, puisqu'il y a ce fameux livre dont je ne vais rien vous dire, parce que sinon si je vous en dis un peu plus sur ce qu'est ce livre et ce qu'il fait, forcément je vais un petit peu vous spoiler, mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment passionnant. Et c'est surtout, voilà, comme je vous le disais, à la fin dans les remerciements, l'autrice explique que elle s'est rendue dans les Orcades, du coup en Écosse, pour faire des recherches, donc à l'été 2023 pour écrire son livre. Qu'elle a épluché moult documents du XVIe siècle et où elle a tenté tant bien que mal de déchiffrer les rapports consacrés aux chasses aux sorcières. Donc voilà, tout ce qu'il y a dans ce roman ne sort pas de nulle part. En plus de notes d'audience, j'ai trouvé des documents qui retranscrivaient le vieux folklore orcadien. Parmi ceux-ci, plusieurs mentionnaient le livre de la magie noire, un volume aux pages noires pleines de sinistres secrets. Le livre était impossible à détruire, bien que beaucoup aient tenté de le faire. Voilà, elle dit sa seule source d'inspiration pour le livre des sorcières. Elle a également été inspirée par le procès d'une femme prénommée Alison Balfour, qui était née dans les Orcades vers 1560. C'était la première d'au moins 72 personnes à avoir été exécutées pour sorcellerie dans l'archipel. En 1594, Alison fut accusée d'avoir pris part à un complot impliquant de la sorcellerie pour tuer le cousin du roi Patrick Stuart, comte des Orcades. Voilà, donc vraiment une grande inspiration historique, et j'ai trouvé ça absolument génial, et je trouve que ça nous ancre vraiment dans une histoire, la fameuse histoire des chasses aux sorcières dont on entend beaucoup parler, et c'est vrai que j'ai peu croisé, mais parce que je suis peu allée chercher de romans qui pouvaient s'en inspirer à ce point. Et voilà, elle a échangé avec des professeurs, dont un expert dans les procès des sorcières écossaises. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, et je vous le conseille, fortement, le livre des sorcières de C.J. Cook. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire. Mais en tout cas, merci beaucoup les éditions Hauteville pour m'avoir fait découvrir ce roman. Autre petit roman que j'ai dégommé en l'espace de quelques jours, il s'agit du roman qui s'appelle Le crime de la falaise, édité aux éditions J'ai lu, je vous le disais dans une précédente vidéo, que j'aimais beaucoup la couverture de L.J. Ross. Alors, que vous dire de ce roman ? Alors déjà, j'ai appris, en regardant un petit peu les commentaires et les avis sur son roman à l'issue de la lecture, qu'il avait été vendu, ou en tout cas pour beaucoup considéré comme un cozy mystery. Ça n'est pas un cozy mystery, clairement pas. En tout cas, moi je ne le considère pas comme ça. Est-ce que je le considère comme un thriller? Je ne le considère pas comme un thriller. Est-ce que je le considère comme un policier? Je ne le considère pas non plus comme un policier. Il est bien difficile pour moi de le mettre dans une petite case, ce roman. Toujours est-il qu'on y retrouve Gabrielle, qui est une éditrice qui travaille pour une grande maison d'édition londonienne à Londres. Et à l'issue d'une soirée
voilà, qui rassemble un petit peu les pompes du milieu de l'édition londonien. Elle prend le métro très tardivement, tout en craignant un petit peu l'agression, puisque au moment où se déroule cette soirée, il y a le meurtrier du métro qui court encore, et en fait comment on dit, la procédure, c'est pas la procédure, le mode opératoire, voilà, de ce meurtrier du métro londonien, c'est de repérer une femme qui est sur le bord du quai et tout simplement de la pousser sur les rails. Et bien entendu, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand le métro arrive. Et du coup, elle craint un peu, mais bon voilà, elle se dit franchement la probabilité pour que ça tombe sur moi est quand même relativement faible. Bon bah pas de bol, ça tombe sur elle et elle survit. C'est vraiment ça, c'est les première page, et puis dans tous les cas c'est mentionné dans le synopsis, donc je ne vous spoile pas. Elle s'en sort, bien entendu elle s'en sort avec pas mal de séquelles psychologiques, un peu un choc post-traumatique, et elle décide d'aller dans les Cornouailles, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Dans les Cornouailles pour... C'est fou, je l'ai fini hier soir, mais bon bref, comme j'ai enchaîné direct avec un autre livre, je suis passée tout de suite sur une autre histoire, et complètement différente. Elle décide d'aller dans les Cornouailles puisqu'elle repère une offre d'emploi pour aller travailler dans une petite librairie qui est située dans les Cornouailles, qui est située dans une espèce de crique qui est coupée du monde par les marées. Donc c'est-à-dire qu'on peut accéder à cette crique, à cette espèce de petit îlot, on va dire, où il y a quelques petits cottages qui appartiennent tous à une seule et même femme qui s'appelle Nell, qui a monté cette librairie salon de thé. C'est du coup un endroit qui est soumis aux éléments. Il faut donc attendre le retrait de la mer pour, il faut attendre la marée basse tout simplement pour accéder du coup à cette librairie, à ce lieu, donc qui est accessible plusieurs fois par jour, et bien entendu il ne faut pas rater le retour, sinon on est coincé là-bas. Donc elle débarque là-bas pour être embauchée en tant que, on va dire, directrice un petit peu de la gestion de la partie librairie de cette entreprise, de cette société. Et elle va rencontrer plusieurs personnages, dont un homme qui est décrit comme un artiste beau, grand et musclé. Je vous laisse imaginer, qui habite en haut de la colline sur une grande maison avec des grandes baies vitrées, des plantes exotiques, enfin voilà, je vous laisse un petit peu imaginer. Et en fait, malheureusement, l'histoire va un petit peu la rattraper dans les Cornouailles. Alors j'ai bien aimé ce roman, comme je vous dis, je l'ai vraiment dégommé dans le sens où vraiment j'ai enchaîné les pages, je l'ai trouvé bien écrit, je l'ai trouvé vraiment très facile à lire. J'ai trouvé cependant un certain déséquilibre dans la façon de traiter le fameux crime de la falaise, puisque comme le nom du roman l'indique, je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans les Cornouailles, mais on commence à rentrer dans ce fameux crime de la falaise qui est le titre quand même du roman. Sans vous mentir, ça c'est voilà, le roman dans sa totalité. Je pense qu'on commence à rentrer vraiment dans le crime de la falaise. Donc ça c'est tout le début à peu près sur cette partie. Alors allez, j'exagère, je vais en rajouter un petit peu sur cette partie. Et toute cette partie, ça va être du coup l'intégration de Gabrielle dans ce petit village, la rencontre avec les gens, comment elle s'installe, comment elle fait des aménagements dans la librairie, de créer des événements, des signatures, des invitations d'auteurs, etc. On a aussi beaucoup dans cette partie comment elle réussit à s'approprier sa nouvelle vie, comment elle fait pour s'approprier ses tocs, comment elle fait pour vivre en fait avec ce qu'elle a ce qui a pu se passer dans sa vie et ce qui se passe actuellement au Cornouailles. Et à un moment, il se passe quelque chose, mais du coup, c'est vraiment sur la fin, donc la contextualisation des Cornouailles, de la librairie, de où elle habite, de sa rencontre avec Alex, etc. Tout ça prend beaucoup de place. Et au final, l'élément principal du roman s'installe hyper tard et du coup ça va très très vite puisqu'il y a très peu de pages et tout s'enchaîne hyper vite. Donc voilà, encore une fois j'ai beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il se lit très bien, voilà, c'est le genre de petites choses, vous voyez, qu'on emmène à la plage et qu'on lit en 2 heures à la plage en écoutant, en entendant les enfants qui jouent à côté de nous, les gens qui se baignent. Enfin voilà, c'est un peu cette ambiance de livre qui se lit un peu très facilement partout, qui ne nécessite pas une grosse attention ni une grosse concentration. Donc voilà, c'est vraiment un roman très cool. Par contre,
vraiment des équilibres dans la narration. Voilà ce que j'ai à en dire de cette petite chose. Et donc je disais directement dans la foulée, j'ai commencé un roman dont vous avez entendu parler en long, en large et en travers, mais comme chaque sortie de cette autrice, il s'agit bien entendu des Heures fragiles de Virginie Grimaldi que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai quelques livres de Virginie Grimaldi dans la mienne, mais je les ai en poche et je voulais pas forcément l'acheter celui-ci en brochet. C'est Manon, les lectures de Manon, qui m'a mis mon premier Virginie Grimaldi entre les mains, que j'avais vraiment adoré, dont le titre était Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'en ai lu d'autres, mais je ne sais plus lesquels. Toujours est-il que j'avais bien aimé ma lecture et que j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'un Virginie Grimaldi sort, c'est une source intarissable de vagues d'émotions très intenses. Et bien entendu, quand on lit, c'est un peu ce qu'on cherche dans la lecture, c'est de ressentir d'intenses émotions. Et j'ai lu beaucoup de chroniques, beaucoup de commentaires, j'ai vu beaucoup de stories qui disaient « Ah là là, il est incroyable, c'est le meilleur Grimaldi que j'ai lu, etc. » D'ailleurs, je crois que Baptiste Beaulieu le dit, son meilleur roman. Une épopée d'humour et de larmes. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mais ce livre, je vais forcément pleurer. En plus, en écoutant, je crois, une vidéo de Estelle Petite Lectrice, en la regardant, elle disait qu'il était question de rapport mère-fille. Enfin, je pense que tout était réuni pour que je verse ma larme directe. Et au moment de la sortie, qui n'est pas non plus trop vieille, j'étais pas prête en fait à ressentir autant d'émotions d'un coup. Et puis je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai vu qu'il était dispo, donc je me suis dit allez, allons-y, je le prends, je le lis. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu une 60aine de pages. Je vous lis quand même le résumé, même si je pense que vous l'avez déjà lu, donc je vous lis rapidement. Diane a toujours eu des rêves simples, un mari, 2 enfants, un métier qui lui plaît, c'est plus que ce qu'elle osait espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas que le drame se joue ailleurs. Il n'y a pas de thé à jouer, mais bon. Tout près d'elle, dans cette chambre qui fait face à la sienne, les rires de sa fille s'épuisent. Lou a 16 ans, le mal de grandir et son premier chagrin d'amour lui arrachent plus que des larmes. Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l'aider, y compris à retourner vers un passé qu'elle avait fui. Dans les 60 premières pages, alors, comment dire, en fait, Virginie Grimaldi, ce que j'aime chez cette autrice, que j'ai découvert très récemment, et dont j'ai lu quand même malgré tout peu de livres compte tenu du fait qu'elle publie un livre chaque année depuis quelques temps maintenant, j'ai cette sensation que c'est une autrice qui parle avec beaucoup d'émotion de sujets universels. C'est-à-dire que même si on a toutes et tous des vies très différentes, il n'empêche que quand on est parent, quand on est en couple, alors on va dire un espèce de schéma un peu général, qu'on a des enfants, qu'on est en couple, qu'on est une femme, puisque j'ai quand même plutôt la sensation que Virginie Grimaldi a beaucoup quand même met en scène quand même beaucoup de personnages principaux qui sont féminins. J'ai la sensation que peu importe le milieu d'où l'on vient, peu importe le métier que l'on exerce, peu importe l'endroit où l'on vit, eh ben elle arrive à parler à chacune et par extension à chacun, puisque j'imagine aussi que certains hommes se retrouvent dans ce qu'elle peut dire. Et du coup, c'est en ça que je trouve qu'elle arrive à parler de sujets universels qui peuvent parler à tous. Et typiquement, moi, sur les 60 premières pages, j'ai eu l'impression qu'elle parlait à certains endroits de ma vie. et c'est hyper déstabilisant. C'est hyper déstabilisant. Là, sur les 60 premières pages, elle balaye la parentalité, le rapport à l'enfant. Elle balaye le rapport au conjoint, elle balaye le rapport à la sexualité quand on est en couple et ça fait longtemps qu'on est ensemble et qu'on a eu des enfants, etc. Elle balaye le rapport à soi-même, elle balaye le rapport du coup à sa propre mère. Voilà en fait, et du coup c'est hyper déstabilisant. Je me suis retrouvée très déstabilisée parce que voilà, j'ai eu cette sensation que elle me parlait à moi au plus profond de ce que je vis, de ce que j'ai pu vivre et de ce que potentiellement je vivrai dans quelques années. Dans les dialogues, j'ai aussi eu l'impression que ça pouvait être des choses que j'ai pu dire ou que je pourrais dire ou que je pourrais exprimer.
Enfin bref, déstabilisant, c'est vraiment le mot. Le mot est déstabilisant. Pareil, à travers sa fille. En fait, donc Diane, c'est la mère et Lou, c'est la fille. Donc j'ai eu la sensation, parce que je suis pas non plus hyper vieille, j'ai 38 ans. Donc mon adolescence, bien entendu, date un peu, mais pas non plus voilà, hyper loin de moi. Et en fait, j'ai eu la sensation du coup de me retrouver dans Diane la mère, et j'ai eu la sensation aussi de retrouver des pans de mon adolescence dans ce que Lou raconte et dans ce que Lou peut vivre. Je n'en suis qu'à 70 pages sur 330 pages. Je vous laisse imaginer donc la suite, et je vous laisse imaginer à quel point je vais être encore plus déstabilisée par la suite de ma lecture. Voilà donc ce que je peux vous dire du Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles. Et d'ailleurs, j'avais envie, j'ai jamais fait ça, de faire un réel sur Insta. J'ai filmé quelques images du livre et je voudrais lire en voix off. Alors après, je suis pas hyper fan de ma voix en voix off. Je trouve que j'ai pas une super jolie voix pour ce genre de choses, mais je vais quand même essayer, parce que les 2 premières pages, je trouve génial ce qu'elle écrit. Et j'avais envie de faire un réel où du coup je filme un peu le livre et je filme quelques images, et du coup je lis ce texte. Donc je vais essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va rien rendre du tout et ça va pas être très joli du tout. Mais bon, bref, toujours est-il que voilà, Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles m'ont rendu fragile en l'espace d'une toute petite heure hier soir. Voilà du coup pour la lecture en cours. Je suis toujours dans la doublure. Alors je voulais reprendre, c'était pas hier soir, avant-hier soir, ma liseuse pour continuer la doublure de Melissa d'Acosta. J'en suis à 41% de lecture, sauf que ma liseuse, je crois, a fait des mises à jour. Enfin, il y a eu un truc, du coup j'ai pas pu lire, donc je l'ai laissé tomber. Et puis dans tous les cas, je finissais à ce moment-là Le Crime de la Falaise, et du coup hier soir j'ai commencé le Virginie Grimaldi, mais je continue toujours la doublure. Et j'ai emprunté hier à la bibliothèque L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Ça fait un moment que je le vois circuler, ce roman. Je crois en plus qu'il est sorti en poche, il me semble. Et je me le procurerai en poche si il me plaît. Ouais, il est sorti en 2024. Donc j'imagine qu'il est sorti en poche. J'imagine. Il me semble l'avoir vu en poche. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Peint à Vienne en 1910, le tableau de Gustav Klimt, Portrait d'une dame, est acheté par un collectionneur anonyme en 1916, retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997, avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d'un musée d'art moderne en Italie. Aucun expert en art, aucun conservateur de musée, aucun enquêteur de police ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quel mystère entoure l'histoire mouvementée de son portrait. Des rues de Vienne en 1900 au Texas des années 80, de Manhattan de la Grande Dépression à l'Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cette jeune femme ainsi que celle de ses descendants. Une fresque magistrale où se mêlent secrets de famille, succès éclatant, amour contrarié, disparition et drame retentissant. Je n'ai rien lu de cette autrice. Elle a écrit Tornitoranx et Le sang des Mirabelles, notamment, puisqu'elle est l'autrice de 8 romans en tout. Voilà, j'avais envie de lire ce roman. Il me semble que j'ai un ami journaliste qui l'avait lu et qui m'en avait parlé, ou qui avait fait une chronique sur son compte Insta, enfin bref, qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Donc écoutez, je verrai ce que ça donne, mais ça risque d'être l'une de mes prochaines lectures, L'inconnu au portrait de Camille de Peretti. Voilà pour le moment ce que j'avais à vous dire. On se retrouve dans tous les cas plus tard avec, j'imagine, la fin de Virginie Grimaldi, peut-être la fin de la doublure et peut-être le début de L'inconnu du portrait, peut-être des réflexions, peut-être des réflexions, des réceptions, des séries, de la musique, plein de petites choses. On verra bien. En tout cas, je vous dis à plus tard. Je ne sais pas si vous m'entendrez avec le vent. Je me suis lancée dans une petite rando marche rapide d'écrassage. J'en ai chié, disons-le. Je crois qu'elle m'aime bien. J'aurais préféré un petit papillon. Mais j'ai le droit à une mouche. Allez, va-t'en!
Et l'idée c'est d'aller jusque là-haut. Voilà. Comme ça paraît très cool. Mais en vrai ça monte quand même beaucoup hein. Et après c'est que de la descente. Et ça c'est cool. Et quand même pour vous dire que je me suis mis pour m'accompagner dans cette petite rando, marche rapide, rando sportive, appelez-la comme vous voulez. Je me suis mis la femme de ménage en audio et j'ai eu la bonne surprise puisque mon mec a changé notre abonnement Spotify. Et il nous a fait passer au premium, ce qui fait que j'ai découvert par un heureux hasard ce matin que j'avais accès à plein de livres audio. Donc c'est génial, j'ai enrichi ma bibliothèque de livres audio. Et je me suis dit que vraiment, la femme de ménage pour m'accompagner dans cette rando, ce serait juste parfait. Pour l'instant, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est reparti, mon kiki! Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Début de semaine, aujourd'hui nous sommes lundi. Comme d'habitude, je profite de la pause déjeuner pour vous tourner une petite vidéo. Je n'ai pas publié de vidéo hier dimanche comme j'ai l'habitude de le faire pour la simple et bonne raison que je n'avais pas suffisamment de contenu à publier. Du coup, je me suis dit que ce serait une vidéo étalée sur 2 semaines. Celle-ci, du coup, sera publiée dimanche prochain. Là du coup j'avais des choses à vous dire puisque je reviens avec le dernier roman de Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles. J'ai remarqué que, je sais pas si vous voyez là, ça fait comme une aura un peu mystique, mais j'ai remarqué ça sur les dernières vidéos, surtout quand j'ai des livres de la bibliothèque qui sont couverts. Bref, du coup j'ai lu et terminé Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi au début de cette vidéo. C'est au début de cette vidéo, je crois, ou dans l'autre d'avant, où je vous parlais des 70 premières pages qui m'emballaient vraiment beaucoup, des pages où je me suis retrouvée à la fois dans ma maternité, à la fois dans des situations de couple qu'on peut vivre, à la fois dans un quotidien de famille, et où du coup les 70 premières pages m'ont beaucoup touchée à me dire waouh, en fait si la suite de ce roman est comme ça, et si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça va être un petit roman un petit peu claque, un peu coup de poing pour moi. Et finalement, je reviens un petit peu sur mes dires. Alors pas que ça a été une mauvaise lecture, mais disons que j'ai ressenti beaucoup moins d'émotions que je ne le pensais. Alors est-ce que c'est la faute à... J'en sais rien, hein, vous savez un petit peu ce phénomène où que ce soit un film, que ce soit une série ou que ce soit un livre, on vous survend, ou en tout cas on va vous dire, et je pense que les gens sont sincères quand les gens vous disent j'étais très émue, c'est son meilleur roman, j'ai adoré, ça a complètement matché, j'ai été bouleversée, etc. Et du coup, vous vous attendez forcément à ressentir peut-être potentiellement les mêmes choses. Et au final, quand vous faites partie de cette partie justement infime de personnes qui n'ont pas autant accroché, et bah, du coup, il y a une espèce de... Il y a un petit ratio un peu attente-résultat qui du coup, il y a un vrai gap, et c'est un peu ce que j'ai ressenti entre mes attentes qui étaient vraiment à l'image un peu des avis et des impressions que j'ai pu lire. Et ce que j'ai vraiment ressenti à la lecture de ce roman. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du dernier roman de Virginie Grimaldi, on va suivre Diane et sa fille Lou. Diane a 2 enfants. Elle a un conjoint qui s'appelle Seb, donc j'imagine que c'est Sébastien, qui est du coup le papa du petit garçon qu'elle a eu avec lui. Lou est sa fille aînée, elle a 16 ans, elle a eu Lou avec un autre homme. Voilà, donc Lou voit toujours son père. Et en fait, un jour, elle va découvrir que Lou a de mauvaises pensées. Et en fait, elle va du coup devoir aider sa fille à vivre ce moment un peu d'adolescence qui potentiellement pourrait ne pas très bien finir. Et voilà, donc en fait, ça va être un peu la relation va passer de Diane à Lou, de chapitre en chapitre,
et on va suivre un petit peu ces personnages, à la fois Diane dans son rôle de mère, mais aussi dans ce qu'elle a pu vivre elle-même adolescente, qui ont fait la femme qu'elle est aujourd'hui, et à la fois on va suivre aussi Lou dans cette adolescence un petit peu difficile et dans ce qu'elle va mettre en place pour traverser au mieux cette adolescence. Je vous en dis pas plus hein, parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, et j'ai envie que vous découvriez quand même l'histoire malgré tout sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais toujours est-il que compte tenu des soucis de Lou, je m'attendais à rentrer un petit peu plus en profondeur, un peu plus dans le... Comment dire, j'ai eu la sensation que ce que traversait Lou, qui est un problème que traversent beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, j'ai eu la sensation qu'on aurait pu aller un peu plus dans... Comment vous expliquer? Pas un peu plus dans la noirceur, mais un peu plus dans l'imprégnation de ce que peut ressentir une adolescente face à ce problème. Et j'ai eu la sensation qu'on restait un petit peu en surface de tout ça, et j'ai eu la sensation qu'il y avait aussi beaucoup de rapidité dans ce qui se passe. Diane capte rapidement ce qui se passe, rapidement Lou va aller chez le médecin, rapidement Diane va essayer de faire un lien avec sa propre adolescence, et tout passe très rapidement, et ça reste très en surface sur les rouages un petit peu du cerveau adolescent, les rouages, enfin tous les rouages en fait, à mon sens, ne sont pas suffisamment déclinés et creusés. Ça en reste pour autant une très belle histoire entre une mère et sa fille, mais je m'attendais à être vraiment beaucoup plus émue. Alors est-ce que je l'aurais été si j'étais moi-même mère d'une fille, ce qui n'est pas le cas, et du coup peut-être que je ne projette pas cette maternité avec une fille de la même façon, et du coup j'ai pas réussi voilà, à projeter ce rapport, mais toujours est-il que ouais, j'ai eu la sensation de rester un petit peu en retrait de cette histoire, alors que les 70 premières pages, vraiment tout de suite j'ai même écrit à l'autrice pour lui dire ah là c'est fou, j'ai l'impression que vous parlez de ma vie, et j'ai été tout de suite très emballée, et puis le soufflet est un petit peu retombé. En tout cas voilà mon avis pour ce roman, Les Heures Fragiles, qui a rencontré plein de lecteurs et que je suis sûre rencontrera encore beaucoup d'autres lecteurs et lectrices. Mais en tout cas, voilà, je dois faire partie de ce petit pourcentage où malheureusement ça n'a pas forcément eu l'effet escompté. Voilà donc pour mon avis sur Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi. Bien entendu, comme je ne reste jamais très longtemps sans surveillance, rien à voir, sans lecture, il y a peu je vous ai un petit peu présenté les livres que je comptais lire au mois de juin, mais ça c'est tout moi. À la fin du coup du Virginie Grimaldi, je me suis dit qu'est-ce que je vais lire, et plutôt que d'aller piocher dans cette espèce de pile du mois de juin que j'ai constituée pleine d'envie il y a quelques jours, je suis clairement allée vers un livre que je n'avais pas forcément retenu pour cette pile. Il s'agit du roman Le Dernier Conte d'Alexiane Thiel, édité chez Hugo Roman, le tome 1 qui s'appelle La Pomme d'Or, mais j'imagine que vous l'avez vu circuler sur les réseaux. Alexiane Thiel qui est l'autrice de la tant adorée saga des McCoy. Je ne vais pas revenir sur mon amour pour la saga des McCoy, n'est-ce pas? C'est un roman, il est indiqué pour public averti, donc on va voir à quel point c'est le cas. J'ai lu hier soir une trentaine de pages. En fait, c'est bizarre, mais rien ne me... Dans la pile que j'avais constituée pour le mois de juin, qui pourtant, au moment où je l'ai constituée, m'enthousiasmait beaucoup, et bien là, hier soir, il n'y avait rien qui me tentait. J'ai commencé celui-ci là, Retrouve-moi à Whisperwood de Patty Callahan Henry, celui-ci, édité chez Fleuve Édition. J'ai commencé les 20 premières pages hier soir, je l'ai quitté en me disant
non, en fait, non, je suis pas dans cette ambiance. Du coup, je suis passée là-dessus. Après, je me suis dit, ah ouais, mais attends, j'ai quand même ce roman lecture commune avec Lauriane, Cocon littéraire, et Manon des lectures de Manon, donc le dernier Claire McGowan, Deux vérités, un mensonge. Je me suis dit, peut-être que je pourrais commencer celui-ci. Mais en fait, non. Donc du coup, j'ai commencé le dernier conte. Alors, je vais pas vous en parler, puisque sur 30 pages, je ne peux pas en dire grand-chose. Mais en tout cas, c'est la lecture qui va m'accompagner toute cette semaine, avec peut-être un petit peu de ça. Mais surtout, j'ai bientôt terminé la doublure de Mélissa d'Acosta. Et j'ai commencé en livre audio La femme de ménage, que je vais aller chercher de ce pas. Bon, je vous montre la couverture, mais à mon avis, vous la connaissez déjà par cœur. La femme de ménage de Freida McFadden. J'ai commencé du coup en livre audio, puisque contre toute attente, je me suis rendu compte que sur Spotify, mon mec a changé nos abonnements et il me semble qu'on est passé en premium, puisque j'ai accès à des livres audio sur Spotify, dont La femme de ménage. Je me suis donc précipitée dessus, surtout que j'aime bien l'audio parce qu'il est vraiment... la personne qui lit est vraiment très animée et interprète vraiment chaque personnage avec beaucoup de conviction. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Là, j'en suis où je pense que j'en suis chapitre 19, quelque chose comme ça. En tout cas, pour le moment, j'aime bien. Même si je me pose vraiment la question de pourquoi un tel engouement, parce que La femme de ménage, c'est-à-dire qu'il y a la com autour de Virginie Grimaldi et l'engouement autour de Virginie Grimaldi, et puis il y a l'engouement autour de ce roman qui est nettement plus en puissance, j'ai la sensation. Et vraiment, je me dis, alors oui, c'est sympa, mais... Alors est-ce que du coup mon avis est un peu comment dire, orienté et influencé par le fait que je suis en audio et que du coup peut-être que ce sentiment addictif est peut-être un peu moins représenté ou peut-être un petit peu moins présent que si je le lisais là, et peut-être qu'il faudrait que j'essaye sur quelques chapitres de le passer en lecture comme ça, voir un petit peu le sentiment. Pour l'instant, j'aime bien ce côté complètement folle dingue de Nina Winchester, qui est complètement folle. Alors oui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas La femme de ménage, on va suivre Millie, qui est une jeune femme qui vit dans sa voiture, qui a fait de la prison et qui est vraiment un petit peu aux abois jusqu'au moment où elle réussit à décrocher un emploi chez les Winchester, qui est une famille assez riche, une famille plutôt fortunée, plutôt aisée, et elle va être à leur service et surtout au service de Nina Winchester, qui est une femme on va dire d'une grosse trentaine d'années, qui a une petite fille qui s'appelle Cecilia. Et en fait, on va rapidement découvrir que Nina Winchester est complètement dingo, complètement schizophrène, complètement lunatique, enfin tout ce qu'on veut, ça et tous les synonymes qui vont avec. Et Emily va vivre tout en haut de cette maison, dans une toute petite chambre à peine plus grande qu'un placard. Et il y a plusieurs attitudes de la fameuse Nina, plusieurs choses qui vont rapidement lui mettre la puce à l'oreille et lui faire dire que peut-être qu'elle n'aurait absolument pas dû, plutôt on va zapper le absolument, qu'elle n'aurait pas dû accepter cet emploi. Voilà, et a priori la petite Cecilia suit un petit peu les traces de sa maman dans le côté un peu dingo quoi, donc voilà. Il y a que le père Andrew qui a l'air lui plutôt normal. Moi j'imagine un homme, enfin je l'imagine, elle le décrit comme ça, un homme très séduisant qui a priori n'est pas souvent chez lui et qui du coup fait un peu fi de l'attitude de sa femme et qui en gros a l'habitude et passe outre. Voilà, encore une fois j'aime bien, c'est hyper divertissant. Alors on peut pas faire plus divertissant que ça. Mais par contre, pourquoi un tel engouement? Voilà. Mais j'attends de voir, hein, peut-être que je vais être surprise et peut-être qu'il va y avoir des retournements de situation qui vont mettre la tête à l'envers et où je vais me dire waouh, ok, d'accord, je comprends. Peut-être que c'est l'écriture aussi, ce côté très addictif. On a l'impression peut-être
de lire un livre comme on regarderait une série où il y a des rebondissements quasi tous les chapitres. Enfin, je sais pas, à voir, mais en tout cas, dans tous les cas, j'avais envie de découvrir ce roman un peu dont tout le monde a parlé. J'étais vraiment curieuse de justement savoir pourquoi. Est-ce qu'il y avait un engouement de dingue autour de ce roman, La femme de ménage. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous retrouverai plus tard dans tous les cas. Et voilà, je vous dis juste à plus tard avec des fins de lecture et peut-être des nouvelles lectures. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes début de semaine. Je ne vous ai pas posté de vidéo ce dimanche comme prévu, tout simplement parce que j'ai pas réussi à trouver le temps samedi pour finaliser le tournage de cette vidéo, parce que j'avais quand même pas mal de petites choses à vous dire et j'ai pas eu forcément un moment tranquille où on n'entendait pas en fond sonore les enfants, la musique ou le brouhaha ambiant. Donc je me suis dit c'est pas grave, vous aurez ce dimanche qui vient du coup une vidéo un petit peu plus longue tout simplement. Pas mal de choses à vous dire puisque j'ai fait un tour en librairie. J'ai fini 2 livres, un que j'ai quasi terminé, un que j'ai commencé en audio, des petites envies, la lecture que j'ai, enfin voilà, pas mal de petites choses. Et donc je commence maintenant. Je vais commencer par des achats que j'ai fait en librairie, puisque je ne sais pas si vous suivez mes stories sur Instagram, le compte c'est exactement le même nom que le compte YouTube Les mots des autres. Une librairie a ouvert tout près de chez moi. Alors il faut savoir que j'habite en altitude, en montagne, dans les Alpes, et que la première grosse ville est à 45 voire 1 heure de route, ce qui fait que je n'ai pas franchement de librairie tout près de chez moi et que je commande assez souvent des livres sur internet via la Fnac ou via des librairies en ligne qui proposent la livraison. Sinon je vais chez Emmaüs, je vais beaucoup à la bibliothèque aussi. Après il y a les maisons d'édition qui m'envoient des livres, mais en tout cas la fréquentation que je peux faire de librairie est assez rare. C'est pour ça que je vous ai fait assez récemment un post sur une librairie que j'ai trouvée à Pornichet lors de mes vacances, et où du coup j'ai fait une petite razzia. Et généralement c'est ce que je fais quand je croise une librairie, je lâche un bon gros billet puisque j'en profite pour faire le plein de livres pour moi, mais aussi pour acheter pas mal de livres jeunesse pour les anniversaires, notamment des neveux, des nièces, des enfants, des copains, pour mes propres enfants, etc. Donc c'est vrai que j'y vais peu, du coup rarement, mais par contre quand j'y vais je ne fais pas semblant. Et là, à côté de chez moi, à même pas 20 minutes de route, dans une petite ville dans la vallée, il y a une librairie qui s'appelle Buvard qui vient d'ouvrir. Elle a un compte Instagram, donc je pense que si vous tapez peut-être Buvard Librairie ou Buvard Café, parce qu'elle fait aussi, c'est un café librairie, donc elle propose aussi de la vente de boissons et petites restaurations. Du coup j'y suis allée, elle a ouvert vendredi, j'y suis allée samedi après-midi. Et parce que j'avais envie d'acheter des livres et parce que c'est aussi assez encourageant, je trouve, quand on ouvre une librairie, et ben voilà, de faire les premières ventes. Et puis ça permet aussi de soutenir forcément ce type de commerce. Je lui ai acheté 4 ouvrages. D'ailleurs, je vais y retourner mercredi parce que j'ai un cadeau à faire. Sur ses conseils, j'ai pris... Alors je lis très peu de science-fiction. La science-fiction n'est pas forcément, à part Barjavel, à part Orwell, c'est les rares ouvrages de science-fiction que j'ai pu lire dans ma vie de lectrice. Elle a l'air plutôt au fait du coup de ce genre, et elle m'a fortement conseillé un roman qui s'appelle Transparence de Marc Duguin. Voici la petite bête. Ça se passe en Islande en 2068. Cassandre Namara est à la tête de Transparence, une entreprise de nouvelles technologies spécialisée dans la récupération de données personnelles. Cette puissante femme d'affaires s'apprête à commercialiser un programme révolutionnaire baptisé Endless. À l'heure où les réserves naturelles de la planète s'épuisent, il pourrait sauver l'humanité. C'est alors que la police locale demande à interroger Cassandre. Des témoins assurent l'avoir vue pousser une femme du bord d'une falaise. Dans ce monde dominé par les géants du numérique et la menace environnementale, quelles sont les véritables intentions de Transparence et de son
ambivalente dirigeante. En lisant le résumé, quand j'ai lu le résumé rapidement dans la librairie, je me suis dit que c'était à la fois de la science-fiction, on est en 2068, et à la fois profondément actuel. Donc je pense que vraiment, en effet, ça va vraiment être très chouette. Donc je me suis complètement laissée influencer par Cécile, donc la libraire, donc Transparence de Marc Duguin. Si jamais vous avez lu ce livre ou d'autres livres de l'auteur, apparemment c'est une sacrée référence l'auteur, mais j'avoue ne jamais en avoir entendu parler. Il a écrit une trilogie qui s'appelle L'Emprise, L'Homme nu, la dictature invisible du numérique aussi. Il a écrit donc Transparence, La Volonté, Compter les moutons, Paysage trompeur, Ils vont tuer Robert Kennedy, Intérieur jour. Franchement, ah mais La Chambre des officiers. Pardon, mais je viens de lire la première ligne du coup du résumé de sa biographie, La Chambre des officiers, et son premier roman paru en 98, qui a reçu 18 prix littéraires. Donc je connais cet auteur, j'ai lu La Chambre des officiers, que je dois avoir dans ma bibliothèque, mais du coup je ne me souvenais plus que La Chambre des officiers, c'était cet auteur, Marc Duguin. Bref, voilà, donc la boucle est bouclée. J'ai pris un livre dont on a beaucoup entendu parler, mais vous savez que je ne suis jamais les vagues qui déferlent des fois autour de livres que tout le monde va lire, ou une espèce de grosses com autour d'un ouvrage et où du coup tout le monde le lit et où tout le monde adore et c'est un peu la consécration. Je pense notamment à 50 nuances de Grey, je pense notamment à La femme de ménage, je pense aux sorties autour de Virginie Grimaldi, et là il s'agit de La carte postale d'Anne Berest, dont j'ai beaucoup entendu parler, et je l'ai vu et je me suis dit allez Laura, là cette fois-ci c'est le moment, il faut que tu le lises. Apparemment c'est un petit bijou, c'est une petite pépite. Je n'ai lu pour le moment aucun commentaire négatif au sujet de ce roman. Donc j'en attends beaucoup, d'autant plus qu'il me semble qu'on est sur une histoire vraie. Il a reçu beaucoup de prix, beaucoup de grands prix. Enfin voilà, écoutez, La carte postale, je pense que vous êtes beaucoup nombreux et nombreuses à l'avoir lu. J'allais dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais en vrai, je sais vraiment, je pense que vous en avez tous pensé beaucoup de bien. Donc écoutez, je vais me lancer dans La carte postale très bientôt. Et j'avais envie, vous le verrez par la suite, de me constituer une petite pile de petits livres et de lire comme ça, d'essayer en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je vais me caler cette semaine-là, peut-être quand j'aurai beaucoup de temps, mais d'essayer de me caler une semaine de petites lectures, et j'ai dans la tête de me caler 7 petites lectures en 7 jours, donc une lecture par jour. J'ai constitué du coup ma petite palle de petites lectures, de petits livres, voilà, ces fameux petits livres. Donc dans le lot, je mets 2 livres que j'ai achetés chez la libraire. Il s'agit du livre Le Murmure de Christian Baudin. Les poètes meurent au combat, même quand ils meurent dans un lit, ils livrent bataille toute leur vie. C'est le murmure mélodieux d'un poète qui s'éteint. Enfin apparemment c'est pareil, c'est une petite pépite, c'est écrit, alors c'est folio, donc j'aime beaucoup leur façon d'éditer les livres, je trouve que c'est relativement aéré. Et j'ai pris Annie Ernaux, L'autre fille. Je n'ai jamais lu de livre d'Annie Ernaux, j'en entends beaucoup parler, et j'avais envie de me confronter un peu aux écrits d'Annie Ernaux. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, voici du coup 2 petits livres que j'ai achetés à la librairie, que du coup je vais associer à Luis Sepulveda, le vieux qui lisait des romans d'amour. Voilà, je vais pas vous lire le résumé parce que quoique je pourrais quand même essayer assez rapidement. C'est juste que j'ai l'impression en fait quand je lis des résumés dans une vidéo, je sais pas en fait si vous passez ces passages ou si ça vous intéresse que je lise les résumés de livres. Je me dis que c'est plus sympa de lire des résumés de livres quand derrière il y a une critique du livre. Je sais pas, vous me direz. En tout cas, en attendant que vous me disiez ce que vous en pensez, je vais quand même vous lire le résumé.
Lorsque les habitants d'El Idilio découvrent dans une pirogue le cadavre d'un homme blond assassiné, ils n'hésitent pas à accuser les Indiens de meurtre. Seul Antonio José Bolivar déchiffre dans l'étrange blessure la marque d'un félin. Il a longuement vécu avec les Shuars, connaît, respecte la forêt amazonienne et a une passion pour les romans d'amour. En se lançant à la poursuite du fauve, Antonio José Bolivar nous entraîne dans un conte magique, un hymne aux hommes d'Amazonie dont la survie même est aujourd'hui menacée. Voilà donc un petit livre que j'ajoute à ma semaine consacrée aux petits livres. J'y mets également de Mathias Malzieu, La mécanique du cœur. Je pense que vous avez sûrement lu ce livre onirique, sombre et envoûtant. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais rien lu de Mathias Malzieu, qui est le chanteur, bien sûr, de Dionysos. J'avais même pas fait le lien, mais oui, bien entendu, maintenant que je le lis, bien sûr. C'est un livre qui se passe à Édimbourg au 19e siècle, en 1874. Le jour le plus froid du monde. Lorsque Jacques naît, son cœur gelé se brise immédiatement. La sage-femme le remplace par une horloge et le sauve. Depuis lors, il doit prendre soin d'en remonter chaque matin le mécanisme. Mais gare aux passions. Le regard de Brest d'une petite chanteuse andalouse va mettre le cœur de Jacques à rude épreuve. Un conte initiatique, cruel et merveilleux. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Vous allez peut-être me dire en regardant cette vidéo, mais Laura, tu n'as jamais lu La mécanique du cœur? Jamais. Vous voyez, je m'y mets aujourd'hui à 38 ans, mais je suis sûre que vous en avez beaucoup entendu parler, que vous êtes nombreux à l'avoir lu. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ajoute également à cette petite pile, alors ça va peut-être vous faire rire parce que si vous faites partie de celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez qu'il fut un temps, j'aimais beaucoup Amélie Nothomb et qu'il y a quelques années, je me suis dit que vraiment, j'aime pas dire ça, c'est horrible, mais que c'était un peu abusé quand même, les derniers romans d'Amélie Nothomb, à la fois le prix du brochet et à la fois la façon dont c'était édité, parce que pour le coup vraiment grosse police de caractère, grosse... Enfin, j'ai l'impression en fait de lire un roman qui fait quoi, une centaine de pages et qui pourrait tenir en 70 pages, enfin j'exagère peut-être, mais en tout cas j'ai été assez déçue parce que je trouve que parce que c'est Amélie Nothomb et parce que peut-être il faut qu'elle soit prolifique et qu'elle édite, enfin en tout cas qu'elle écrive un roman par année, que du coup elle écrit vite. Alors ça n'empêche que ses idées de livres, de personnages, d'histoires sont toujours excellents. Mais je trouve que ces récits passent à une vitesse... Maintenant j'ai l'impression de lire des nouvelles plus que de lire vraiment des romans. Et du coup, ça me dérange un petit peu. Toujours est-il que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu d'Amélie Nothomb et que j'ai sorti cette petite chose qui fait 80 pages et qui s'appelle Les combustibles. La ville est assiégée dans l'appartement du professeur où se sont réfugiés son assistant et Marina l'étudiante. Un seul combustible permet de lutter contre le froid: les livres. Tout le monde a répondu une fois dans sa vie à la question: quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Dans ce huis clos cerné par les bombes et les tirs des snipers, l'étincelante romancière du sabotage amoureux pose à ses personnages une question autrement perverse: quel livre, quelle phrase de quel livre vaut qu'on lui sacrifie un instant, un seul instant de chaleur physique? Humour, ironie et désespoir s'entretissent subtilement dans cette parabole aux résonances singulièrement actuelles. Voilà, donc le 3-4 pour mon 5e jour. J'y mets également un Serena Giuliano qui est un petit peu plus gros, mais je sais que Serena Giuliano se lit extrêmement bien. Il s'agit du livre Un coup de soleil que m'avait offert ma copine Manon, les lectures de Manon. Là, nous sommes à Salerno. Pour Éléonore, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la Dolce Vita. Surtout, la jeune femme n'arrive pas à oublier Marco, dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, Éléonore va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses et un hasard pourrait bien chambouler sa routine et rebattre toutes les cartes.
une jolie comédie à l'italienne, pleine d'humour et d'autodérision. Voilà, comme d'habitude chez Serena Giuliano, voilà, ça respire l'été, la mer, ça respire quoi, les citrons, les orangers, le spritz avec plein de glaçons. Donc voilà, un petit livre estival. Et le dernier que j'ai choisi de sortir de ma palle, il s'agit, que j'avais trouvé en boîte à livres je crois, un livre de Philippe Grimbert, inconnu au bataillon de mon côté, et qui s'appelle Un secret. Alors j'aime bien cette couverture que je trouve assez artistique et marquante, on va dire ça comme ça. Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas. Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque. C'est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qui lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène au temps de l'Holocauste et des millions de disparus sur qui s'est abattu une chape de silence, avec un secret couronné en 2004 par le prix Goncourt des lycéens et en 2005 par le Grand Prix des lectrices de L, Philippe Grimbert démontre avec autant de rigueur que d'émotion combien les puissances du roman peuvent aller loin dans l'exploration des secrets à l'œuvre dans nos vies. Un texte splendide qui donne à lire l'indicible. Voici donc ma petite palle de petits livres. Faut juste que je me trouve voilà, la semaine un petit peu idéale qui me permettra de lire tous ces livres en une semaine. Dernier livre que j'ai pris du coup dans cette fameuse librairie, il s'agit de Toujours plus haute, un album autobiographique qui est un premier album d'une nouvelle collection aux éditions Sans Dessus Dessous, cette maison d'édition. C'est une collection qui s'appelle Grande Héroïne, enfin Grande et Héroïne d'aujourd'hui. On voit le nom de la collection ici. Et c'est un récit autobiographique d'une alpiniste qui s'appelle Marion Poitvin et l'illustratrice c'est Cosmo Danchin-Amar. Ça retrace du coup tout simplement la vie de cette alpiniste qui a été je crois la première femme guide de haute montagne, la première femme à entrer au PGHM, non je ne sais plus mais en tout cas ah voilà la première femme à rentrer je crois dans le groupe militaire de haute montagne, mais elle a fait 1 milliard de choses cette femme. Elle est allée faire des études aux États-Unis, elle est membre de l'équipe nationale d'alpinisme féminin depuis 2005, elle est monitrice escalade, elle a fait expédition au Pakistan, en Inde, au Canada, sur l'île de Baffin, aux États-Unis sur le Big Wall. Elle est guide de haute montagne, instructrice à l'école militaire de haute montagne, membre du groupe militaire de haute montagne, chef d'équipe secours et officier de police judiciaire. Bref, voilà, c'est une femme assez incroyable et qui a décidé de rêver grand, mais qui surtout a décidé de ne pas se laisser marcher sur les pieds dans un monde quand même qui est plutôt masculin. Le monde de la haute montagne, le monde de l'escalade, le monde de l'alpinisme sont tout de même des univers assez masculins. Et à l'instar de... c'est les éditions Kiman, je crois, si je ne m'abuse, qui édite Petite, les éditions non, la collection Petite, je crois. Petite ou Grande? Non, Petite. Bref, je vous mettrai des visuels ici, mais ce sont des albums qui, au début, étaient consacrés, qui sont hyper bien faits, d'ailleurs. Ça fait une petite vingtaine de pages et ça résume... un petit peu la vie de grandes femmes. Vous avez Marie Curie, vous avez qui a mon fils, il en a quelques-uns. Il y a Frida Kahlo, vous avez Agatha Christie, et petit à petit ils ont rentré des grands hommes. Vous avez Martin Luther King, vous avez Gandhi, la mère Teresa. Il y a un joueur de basket mais je ne sais plus lequel, Michael Jordan peut-être, bref. Et en fait c'est des livres qui retracent la vie de personnes qui à un moment ne se sont pas forcément laissées démonter et qui en tout cas ont fait de leur
différences, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient différences de genre ou qu'elles soient sociales, géographiques, etc., qui ont fait fi de ces différences et qui ont juste décidé de faire leur bonhomme de chemin, de suivre leurs rêves et d'aller jusqu'au bout et d'atteindre leurs objectifs. Et Marion Poitevin en fait partie. Donc c'est vraiment un bel album que je pense vous pouvez lire avec vos enfants à partir de, je dirais 6 ans, parce que c'est vrai qu'il y a quand même voilà, des parties où il y a des longs textes. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette collection sans dessus-dessous, c'est le premier opus du coup de cette, enfin la maison d'édition, la collection Grande Héroïne d'aujourd'hui aux éditions sans dessus-dessous. Je reviens avec un livre terminé que j'ai écouté en format audio. Il s'agit de Deux vérités, un mensonge, édité aux éditions Hauteville par Claire McGowan, que vous devez sûrement connaître, qui écrit, je pense, un livre chaque année et qui est plutôt dans le thriller psychologique, on va dire. Et là, Deux vérités, un mensonge, c'est un roman vraiment sous haute tension. Je vous explique de quoi il en retourne. En fait, vous avez 8 personnes qui constituent un groupe d'amis qui se suit depuis très longtemps, depuis leurs études à l'université. Au cœur de ce groupe, vous avez un frère et une sœur jumeaux, donc Vicky et Jonathan. Et autour d'eux, du coup, gravitent leurs enfants et leurs amis. Et pour les 40 ans donc, des jumeaux de Jonathan et Vicky, ils décident de tous se rassembler pour un super week-end de fiesta sur une île écossaise au large de l'Écosse. C'est une île sur laquelle il n'y a qu'une seule maison. Le bateau les accompagne jusque là-bas. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas internet et vraiment on ne peut rien faire à part rester sur l'île et attendre juste la fin de ce long week-end que du coup le bateau vienne les récupérer. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'un soir, ils vont décider, comme ça, juste pour s'amuser, de jouer à un jeu. Ou dans une boîte, ils vont chacun mettre un papier et sur chaque papier, ils vont marquer sur eux deux vérités et un mensonge. Et donc, hop, les papiers sont mélangés et quelqu'un est chargé du coup de tirer un papier, de lire. Et les autres amis, donc c'est un peu pour voir s'ils se connaissent un peu par cœur, vont devoir deviner de qui il s'agit. Et dans le papier, de qui il s'agit et quelles sont les deux vérités et quel est le mensonge. Donc ça commence comme ça. Et sur les papiers, il est dit, il y a un papier donc, du coup qui va être tiré sur lequel est marqué « Tout le monde ici a tué quelqu'un. Il n'y a aucun moyen de quitter l'île. Vous allez tous tuer ou être tués ici. » Voilà du coup le papier qu'ils vont tirer. Donc là, comment dire, gros blanc, un petit peu de tension, un petit peu de peur, un petit peu mais c'est quoi ce délire, qui a mis ce papier là? Sauf qu'ils vont vite découvrir a priori que personne, qu'aucun des amis présents dans la pièce n'a mis ce papier dans la boîte. Voilà, ça commence comme ça. Donc il faut imaginer ce papier, on tire ce papier, on est sur une île au large de l'Écosse. L'eau autour de l'île est quand même assez remuante, assez puissante. La météo n'est pas forcément au soleil. Il n'y a pas accès au téléphone, il n'y a pas accès à Internet. Il n'y a pas forcément de bateau pour quitter l'île. Et suite à cette première soirée que vous passez avec vos super amis, il vous reste tout un week-end à passer. Et du coup, vous tirez ce papier et personne ne l'a écrit. Voilà comment commence ce roman. Donc c'est un espèce de huis clos. Alors c'est pas ils étaient 12, ils étaient 12. Ils étaient 12 Agatha Christie, je ne sais plus. En tout cas là ils sont 8 et je vous laisse imaginer ce qui va se passer parce que bien entendu je ne veux rien vous révéler parce qu'il faut lire et il faut se mettre dans cette tension complètement immersive où vraiment ça part complètement à volo. Si vous avez l'occasion de le lire, enfin de l'écouter en audio, je vous le conseille. Je crois que c'est la version d'Audible que j'ai écoutée et c'est hyper immersif, c'est hyper bien interprété. Enfin du coup à certains moments j'ai voulu le passer en lecture papier et vraiment je suis restée sur l'audio parce que j'étais tellement avec la voix des personnages et tout que vraiment je suis restée sur l'audio et c'était parfait. Donc je vous le conseille vraiment en audio. Mais en tout cas,
c'est assez, il y a des fois quand même on retient notre respiration, et à plusieurs moments je me suis dit mais moi je fais quoi si je suis avec des potes et je sens que ça part en sucette, que je ne peux pas quitter l'île. Voilà, si vous avez lu Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, ou si vous avez lu d'autres livres comme ça, vous avez plusieurs personnes qui sont dans un endroit relativement en vase clos, en huis clos, et que ça se... Voilà, bah, c'est un peu ça, mais sur une île, et bien entendu, la question se pose de mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur l'île? Est-ce que c'est pas l'un des potes qui dit que c'est pas lui qui a écrit mais que c'est lui qui a écrit? Est-ce que ce papier-là était là avant? Enfin, bref. Et la chose aussi que je ne vous ai pas racontée, c'est que Vicky et Jonathan vont passer leurs 40 ans sur cette île parce qu'ils ont une histoire avec cette île, puisqu'il y a quelques années, cette île appartenait à leurs parents et ils ont perdu cette île pour X raisons que vous découvrirez. Mais voilà, il y a aussi un lien assez émotionnel avec cette île pour ses frères et sœurs jumeaux. Donc vraiment, de vérité, un mensonge de Claire McGowan, je vous le conseille si vous avez envie d'être un petit peu dans la tension et de vivre quelque chose d'assez haletant. Je refais mon lacet au passage. Voilà donc pour le roman que j'ai terminé. Et juste avant, j'ai terminé La femme de ménage de Freida McFadden. La femme de ménage, donc on va suivre, je vous en parlais dans la vidéo précédente, enfin dans le passage précédent, donc c'est Millie qui est une jeune femme qui vit dans sa voiture, qui a vraiment besoin de trouver un nouveau travail et qui arrive à trouver un poste de femme de ménage, mais au final c'est plutôt une femme à tout faire, chez la famille Winchester, et elle va se retrouver un petit peu sous la coupe de Nina Winchester, c'est Nina je crois, hein. Nina Winchester qui est la femme de la maison. Je ne me souviens même plus comment s'appelle son mari, je crois que c'est Andrew. Est-ce que c'est... Ouais, c'est Andrew, c'est ça. Donc voilà, il y a le mari Andrew qui, lui, passe son temps à travailler, qui a priori a un poste très important et issu d'une famille assez riche. Il y a Nina du coup qui est une femme tout le temps habillée en blanc, hyper proprette sur elle, avec des grands airs, enfin vraiment la grande dame à qui tout sourit. Elle a une petite fille qui s'appelle Cecilia qui est une vraie peste, et en fait Millie va du coup rentrer au service de cette famille. Plutôt que de se retrouver dans l'une des chambres de la maison qui est énormissime et qui a moult chambres, elle se retrouve dans une toute petite pièce au grenier dont la fenêtre ne s'ouvre même pas, avec une porte qui ferme mais vraiment bizarrement, et elle sent relativement rapidement qu'il y a un truc qui cloche, et l'attitude de Madame Winchester va aussi lui révéler rapidement que la maîtresse de maison a un petit pet au casque et que vraiment il y a un gros problème dans cette maison. Comme je vous le disais, je crois précédemment, au début je me suis dit ouais, bon, ok, je comprenais pas pourquoi en fait tant d'emballement, vraiment pas. Et puis après tout bascule et là on se dit ah waouh, ok, elle est vraiment allée très loin dans le délire, et c'est cool, et je pense que ce qui plaît c'est qu'en fait j'ai vraiment eu l'impression de regarder ce film avec Blake Lively, La disparition d'Emily, ou je sais pas, je vous mets l'affiche là, si vous l'avez vu vous verrez de quoi je parle. C'est ce genre de film, de série américaine où il se passe tout le temps quelque chose, c'est relativement édulcoré, c'est relativement assez bien ficelé pour que le lecteur, ou en tout cas le spectateur, ne s'ennuie jamais, où il a l'impression de passer un bon moment tout en ressentant quand même du frisson et de la terreur, et de se dire mais waouh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, c'est pas possible. Enfin voilà, où vraiment, vous savez, à la fin d'un épisode où on va avoir les yeux genre ah ben celle-ci je m'y attendais pas du tout, et ben voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on lit La femme de ménage. Et j'en discutais justement avec Cécile à la librairie là dont je vous parlais, et c'est vrai qu'on peut se poser hein, la question du comment dire, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, c'est plus une analyse. On peut se poser la question
je vais dire du niveau d'écriture, mais rien qu'en disant ça, je trouve ça un peu péjoratif, mais en tout cas, de la façon dont c'est écrit, où certains vont crier au scandale et dire waouh, c'est pas hyper bien écrit, ouais, pourquoi tant d'engouement autour de ce roman. Alors moi, c'est pas tant au niveau de l'écriture, c'est plus vraiment au niveau de l'histoire. Au début, je me suis dit, mais c'est pas une histoire si transcendante que ça par rapport à ce que j'ai pu lire précédemment. Et au final, quand même, quand tout bascule, on se dit, ouais, ok, d'accord, on est vraiment sur un gros thriller psychologique. Mais c'est surtout que c'est le genre de livre, et ça c'est cool, qui a permis de ramener des gens à la lecture, ou de les amener tout court à la lecture. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc au final, je me dis que ce genre de roman est clairement utile en fait, parce que on va pas tous lire, et moi-même la première, on va pas tous lire du Victor Hugo, on va pas tous lire du Balzac, on va pas tous lire, je sais pas, du Nathalie Sarraute, quoique Nathalie Sarraute c'est quand même plutôt accessible, je sais pas, enfin vous voyez bien, des auteurs un peu classiques. On va pas tous lire ça, on va pas tous lire des romans de chez Gallimard ou des romans un peu où des fois oui il faut vraiment se poser. En fait j'ai un peu ce comparatif de me dire un roman classique ou des fois des romans qui vont être difficiles d'approche. Pour moi, je compare ça à des films comme... j'ai pas de réalisateur en tête, mais il y a des films des fois où vraiment, vous regardez le film, vous dites, ouais là, attends, je me mets devant ce film, mais vraiment, il faut que je sois prêt et il faut que mon cerveau soit pleinement là et pleinement en conscience de ce que je suis en train de regarder et pleinement en capacité de réfléchir. Et à contrario, vous allez avoir des films un peu plus légers, des séries un peu plus légères, mais vraiment moi j'ai cette sensation quand je regarde ce genre de film ou de série, c'est en fait là j'en ai plein la tête, j'ai qu'une envie, c'est de me poser dans le canapé et de mettre mon cerveau de côté en fait, et de ne pas lui dire vas-y mon gars, réfléchis encore, j'ai vraiment envie de poser mon cerveau. Bah ça c'est parfait en fait. Et pourquoi pas, et c'est très bien aussi, et c'est pas un mal d'avoir envie des fois de lire des romans divertissants qui clairement nous permettent de poser un petit peu notre cerveau qui, on doit le dire, réfléchit quand même pas mal. Je suis également bien dans le dernier conte d'Alexiane Thiel, le tome 1 qui s'appelle La Pomme d'Or. J'ai lu... J'en suis là, voilà, j'ai lu 240 pages, je suis presque à la fin. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, mais là pour le coup ça file assez vite. Alors comment vous expliquer ce roman? C'est du... Ouais, c'est du fantastique, parce que oui, je pense qu'on peut appeler ça du fantastique parce que vraiment on n'est pas sur du réel. Il y a une part de réel dedans puisqu'à un moment on bascule dans notre monde à nous, mais il y a une part qui est liée à l'univers du conte et des contes, et en fait il y a plusieurs personnages je vais essayer de vous expliquer, mais ça va être un peu compliqué. Peut-être que je peux juste vous lire le résumé. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Donc en gros, on apprend au début que Marianne, qui est du coup la bonne fée, la fée Marianne, est décédée, et que depuis qu'elle est décédée, elle ne peut plus générer de contes, elle ne peut plus faire que un héros rencontre une héroïne, qu'ils vivent des aventures, qu'ils deviennent amoureux, se marient et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, le fameux conte traditionnel. Et du coup, en fait, l'univers du conte tombe petit à petit dans la nuit. Sauf que au moment où il fera complètement nuit, où il n'y aura pas le jour, où il n'y aura pas, on va dire, cette petite magie du conte, ou en tout cas quand cette magie n'existera plus, le monde des contes finira dans une nuit complète, et toutes les créatures des contes auront complètement perdu leur essence. Et donc il y a Ariane qui est la dernière fée avec un peu de pouvoir. Elle va essayer de trouver un héros, mais elle va pas aller le chercher dans son monde à elle, puisque comme la nuit tombe
tombe, la nuit des contes tombe, il n'y a a priori plus de héros dans l'univers des contes, elle va aller en chercher un dans notre univers à nous. Il s'appelle Warren. Elle va le chercher, elle tombe au tout début du roman dans un parc d'attractions. Donc moi j'ai identifié que c'était Disneyland parce qu'il y a un dragon, parce qu'il y a des personnages de contes, etc. Donc forcément, elle ne comprend pas trop où elle débarque. Et elle ramène ce fameux Warren, sauf que maintenant, elle a son héros, mais il va falloir qu'elle trouve son héroïne. Donc il est question d'une quête, il est question de rapport humain entre Warren et Ariane. Il est question forcément un peu de fin du monde, en tout cas fin d'un monde, le monde des contes. Et on y retrouve beaucoup de personnages, on y retrouve des nains, on y retrouve des ogres, on y retrouve une boutique poussiéreuse, un peu type herboristerie, un peu un mélange de, qu'est-ce que je vous dirais bien, de chez, je sais pas, le vendeur de baguettes magiques de Harry Potter et une boutique avec plein de bocaux, avec des choses assez visqueuses dedans. Enfin, vous voyez un petit peu cet univers. Les décors en fait sont hyper bien campés, on imagine très bien ce monde où il y a plein de dirigeables dans le ciel, enfin voilà, il se passe vraiment plein de choses, il y a plein de dirigeables dans le ciel et à la fois il y a des quartiers où il y a des rats qui se faufilent entre les jambes, enfin c'est un mélange de plein de références, un peu à la fois à la Tim Burton, à la Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, à Shrek, enfin c'est un petit peu tout ce mélange comme ça. Donc si vous avez toutes ces références, si vous avez été biberonné un peu à tout ça, vous aimerez forcément. Mais moi j'aime bien, j'aimerais vraiment bien. Voilà, c'est comme je vous dis, j'en lirai pas tout le temps. Mais là, juste cette petite piqûre comme ça est arrivée à point nommé et elle passe vraiment bien. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus quand je l'aurai terminé. Et j'ai commencé également à écouter en audio la très catastrophique visite du zoo, le dernier Joël Dicker. J'avais un petit peu peur parce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche que c'était un roman qui sortait complètement de ce qu'il avait l'habitude de faire. Et en effet, alors je pense que c'est un roman assez court, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais je pense qu'il est très court puisque le volume audio est de 3 heures, je crois. J'avais lu dans une interview également qu'il disait que ce roman était vraiment multigénérationnel, c'est-à-dire que les parents pouvaient le lire avec les enfants avec les parents tout seuls, les parents tout seuls. Et en effet, on est sur un espèce de mystère, en gros la fameuse très catastrophique visite du zoo qui s'est déroulée, mais la très catastrophique, c'est ce qu'on dit au début du roman, la très catastrophique visite du zoo est arrivée après la très catastrophique et en fait il y a eu plein de très catastrophiques moments avant la très catastrophique visite du zoo. Et en gros, on raconte cette histoire sous couvert de la voix d'une petite fille qui est dans une école spéciale. Dans cette école spéciale, il n'y a que 6 élèves. Cette école est située à côté d'une école normale. Et la petite fille, on est en fait au début on est à table lors d'un repas et ses parents lui disent mais comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé au zoo? Et là elle décide de raconter ce qui s'est passé lors de cette très catastrophique visite du zoo et pourquoi cette visite est très catastrophique. Et du coup elle refait un petit peu la chronologie de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce fameux moment. Pareil, je l'ai lancé en audio et je vous le conseille en audio. Je crois que c'est la version de chez Lizzy que j'ai. Et vraiment, c'est top, c'est hyper immersif, les voix sont chouettes. Et j'ai l'impression, mon fils, il a la boîte à histoire Merlin. Que d'ailleurs, si vous êtes parent et que vous cherchez une super boîte à histoire à partir de 3-4 ans, et qui peut vous faire quasi une bonne dizaine d'années. La Merlin, c'est incroyable la Merlin.
J'ouvre des parenthèses, la Merlin, donc c'est ça, là, cette petite boîte là comme ça, où en gros vous pouvez mettre dessus tous les podcasts et les histoires qui sont édités chez Bayard, qui sont édités par Radio France. Vous pouvez, donc ça c'est gratuit, c'est compris en fait dans l'achat de la Merlin. Donc tous les mois en fait ils mettent à dispo des histoires, des podcasts, etc. Vous avez une partie payante que vous pouvez ajouter, par exemple vous avez, je sais pas, tous les petits Nicolas, vous avez toutes les histoires des Pyjamax, etc. Alors certains diront oui, mais pourquoi est-ce que j'irais acheter la Merlin, sachant que par exemple les podcasts de Radio France, je peux mettre Spotify et c'est bon, mon enfant les écoute. Oui, mais je sais que pour ma part, je suis pas hyper OP avec le fait que mon enfant ait mon téléphone et la Wi-Fi pour accéder à du contenu. Et du coup, ça veut dire que pour écouter ce contenu, c'est forcément dépendant de l'usage d'un téléphone. Et moi, pour le coup, à la maison, c'est pas possible. Et je trouvais du coup cet objet plutôt très cool. Et on peut rajouter des choses, on peut en enlever en fonction de l'âge de l'enfant, et puis il gère lui tout seul sans avoir besoin de Wi-Fi, sans avoir besoin de rien, il gère tout seul le contenu qu'il écoute, et ça j'ai trouvé ça hyper cool. Elle est hyper ergonomique, c'est hyper fluide, c'est hyper simple, et bref voilà, fin de la parenthèse. Si vous cherchez une boîte à histoire pour vos enfants, la Merlin, sans aucune espèce d'hésitation. Je referme ma parenthèse et je réouvre l'autre, puisque j'étais en train de parler de la très catastrophique visite du zoo, et je sais plus ce que je disais par rapport à ça. Que voilà, on l'a écouté. J'ai commencé à le mettre dans la voiture hier, j'ai fait un peu de route avec mon fiston, et du coup j'ai commencé à mettre ça. Et il était à fond, avec moi, et du coup c'était vraiment très cool d'écouter ensemble un livre de Joël Dicker où moi j'éprouvais beaucoup de plaisir et lui il éprouvait aussi beaucoup de plaisir à écouter l'histoire. Donc on pourrait dire que mon fils a écouté son premier Joël Dicker avec moi, et ça c'est hyper cool. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, et c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là. Ça va faire vraiment une très longue vidéo puisqu'on n'est que lundi, et j'aurai sûrement d'autres petites sessions à vous tourner dans les jours à venir. Mais bon, bref, du coup, je vais pas faire plus long que ça. Je vous laisse et je vous reprends plus tard comme d'habitude. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, nous sommes samedi. Je vais vous poster la vidéo demain matin, dimanche, mais j'avais absolument envie de clôturer cette vidéo, et c'est vrai que depuis ma dernière séquence j'ai pas eu forcément l'occasion de revenir vers vous. Du coup je conclus et je vais essayer de faire rapide, et je suis d'ores et déjà désolée quand j'ai dérushé les séquences précédentes. Je me suis rendu compte, et je pense que je devais être vraiment plutôt fatiguée, parce que je n'arrête pas sur les séquences précédentes d'avoir ce tic de langage qui est le fameux voilà. Et c'est vraiment assez... Enfin, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais au secours, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je publie cette partie de vidéo, parce que ça doit être tellement insupportable, en fait. Et je pense que vous pouvez les compter, hein, et je pense qu'il y en a plus d'une centaine, clairement. Donc j'espère que ça ne vous aura pas découragé et que vous serez arrivé jusque-là. Et moi, je vais vraiment essayer de faire très attention à ce tic de langage qui, je trouve, est clairement insupportable. Je vais commencer par deux livres que j'ai récupérés tout à l'heure en boîte à livres. Il s'agit de L'Orgie de John Fante, ou Fante, je sais pas comment on dit, édité chez 10-18. Voilà, il revient. Alors on va essayer d'arrêter hein, cette chose là, c'est juste pas possible. J'étais vraiment très attirée de prime abord par la couverture. J'adore les photos en noir et blanc, je sais pas vous, mais je suis au regret de vous dire que même si forcément la couleur a révolutionné le cinéma, la couleur a révolutionné la photographie et l'art de façon plus générale, l'art photographique, pardon, mais je trouve que les photos en noir et blanc ont ce quelque chose de profond, ce quelque chose qui donne du relief, qui donne de l'âme à la photo. Alors est-ce que c'est parce que nous, on connaît la couleur et donc il y a ce petit charme un petit peu désuet de du noir et blanc, ce petit charme un peu ancien, mais en tout cas moi je suis très photo noir et blanc, et il y a d'ailleurs beaucoup de photos que je peux prendre des enfants, de choses, ou pendant les vacances, ou bref, des photos que je peux prendre
et que je passe assez systématiquement en noir et blanc parce que je trouve que c'est nettement plus beau. Donc voilà, la couverture m'a beaucoup interloqué, la police aussi d'écriture, la mise en page. C'est un petit poche. Je vous lis le résumé. Fils d'immigrés italiens et double déguisé de John Fante, Dominique Mollise voit son père tomber du piédestal sur lequel il l'avait placé. Lors d'un week-end fatidique dans une mine, le jeune homme devra affronter la face cachée insoupçonnée de celui qu'il voyait comme un humble et honnête poseur de briques. On retrouve dans l'orgie les thèmes chers à l'auteur, le mensonge du père, la piété de la mère, le rêve américain du fils. Entre humour et désespoir, Fante, ou Fante, je ne sais pas, dynamite allègrement les relations familiales, la fin de l'enfance et les illusions perdues. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Donc écoutez, je vais voir ce que ça donne, mais voilà, j'ai vu ça en boîte à livres et ça m'a bien tenté. Le deuxième roman que j'ai pris en boîte à livres, c'est un roman de Guillaume Musso qui date un petit peu, parce qu'il me semble qu'il date de 2012. Il s'agit de 7 ans après, mais peu importe en fait, parce que je sais que Guillaume Musso, peu importe. Alors peut-être qu'en 10 ans, hein, son écriture a évolué, je ne suis pas suffisamment les romans de Guillaume Musso pour vous dire si son écriture a évolué depuis 2012. Mais dans tous les cas, je sais que c'est plutôt généralement un auteur où on ne se trompe pas et où généralement on passe rarement à côté du récit. Je vous lis rapidement le résumé. Artiste bohème au tempérament de feu, Nikki fait irruption dans la vie sage et bien rangée de Sébastien. Tout les oppose, mais ils s'aiment passionnément. Bientôt, ils se marient et donnent naissance à des jumeaux, Camille et Jérémy. Pourtant, le mariage tourne court, reproches, tromperies, mépris. La haine remplace peu à peu l'amour. Au terme d'un divorce orageux, chacun obtient la garde d'un des enfants. Sébastien éduque sa fille avec une grande rigueur, alors que Nikki pardonne facilement à son fils ses écarts de conduite. Les années passent, chacun a refait sa vie très loin l'un de l'autre. Jusqu'au jour où Jérémy disparaît mystérieusement. Fugue, kidnapping. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher, Nikki n'a d'autre choix que de se tourner vers son ex-mari, qu'elle n'a pas revu depuis 7 ans. Contraints d'unir leurs forces, Nikki et Sébastien s'engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue à jamais. Un thriller implacable brillamment construit entre les rues de Paris et la jungle amazonienne, une réunion de famille en forme de thriller aussi haletante qu'originale. Voilà, donc écoutez, c'est un petit bébé, mais à la fois c'est assez écrit quand même assez gros et c'est assez aéré, ça fait plus de 370 pages. Donc voilà pour les deux petites choses que j'ai récupérées en boîte à livres aujourd'hui. Niveau lecture terminée, j'ai fini le dernier conte d'Alexiane Thiel, sa nouvelle saga avec ce tome 1 qui s'appelle La Pomme d'Or, avec cette très belle édition très légèrement dorée de chez Hugo Roman dans leur collection Romantaisie. Vous le savez, je le disais précédemment, Alexiane Thiel, je l'ai rencontré, enfin en tout cas j'ai rencontré son écriture à travers la fameuse saga des McCoy. Et ici je savais qu'il s'agissait d'une saga un petit peu fantastique. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les romans fantastiques, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais voilà, j'ai voulu faire confiance à l'autrice que j'aime vraiment particulièrement. J'ai eu un petit peu peur au début parce que j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans. Et au final, je me suis vraiment laissée porter par l'univers, par les personnages, par les références aussi aux contes traditionnels, à l'univers aussi un petit peu Disney, à d'autres univers qu'on connaît aussi comme Shrek et d'autres films comme ça qui pour moi ont bercé une partie de mon adolescence et de on va dire quand j'étais jeune adulte, et du coup j'ai finalement plutôt bien aimé à tel point que j'ai vraiment envie de connaître la suite. Je vous ai fait le résumé il me semble précédemment, mais rapidement, enfin pour vous rappeler un petit peu le contexte. Nous sommes dans l'univers des contes, nous allons suivre Ariane qui est la dernière fée encore vivante de l'univers des contes, Marraine la bonne fée qui crée les contes et qui crée les fins heureuses et décédées, et en fait l'univers des contes tombe dans la nuit, N majuscule, dans le crépuscule, où quand la nuit tombera pleinement sur les contes, plus aucune fin heureuse n'existera. Et du coup la fée Ariane ne veut pas se résoudre à cette fin atroce et décide d'aller trouver un héros et une héroïne pour qu'ensemble ils puissent recréer cette fin heureuse et que l'univers des contes puisse de nouveau un petit peu renaître de ses cendres. Et elle va trouver dans notre univers à nous, qu'elle appelle je crois dans le roman le sphérié, je crois que c'est ça. Elle va dégoter un homme qui s'appelle Warren, un jeune homme, et il va falloir qu'elle l'érige au rang de héros et elle va tout faire pour ça, mais
entre le moment où elle le trouve et entre le moment où il va devenir héros, il va se passer moult aventures, moult péripéties. Et là du coup on est vraiment sur une première péripétie, une première aventure où il va falloir qu'il retrouve un morceau du fameux miroir de Blanche-Neige, le fameux miroir, dis-moi au miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle. Voilà, donc vraiment on a des belles références dans ce premier roman au conte de Blanche-Neige. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai été portée par le récit, j'ai été portée par le monde qu'elle a créé, même si bien entendu il y a beaucoup de références qui sont connues, il y a des personnages qu'elle n'a pas créés, des endroits, des lieux qui sont bien connus des contes et qu'elle n'a pas créés. Il n'empêche que il fallait quand même trouver une façon de ficeler, de tisser un lien entre tous ces éléments, et je trouve qu'elle l'a brillamment fait. Donc voilà, si jamais vous êtes voilà, des grands lecteurs de fantastique, si jamais vous ne l'êtes pas forcément, je trouve que c'est à mettre dans toutes les bibliothèques pour celles et ceux qui sont plus ou moins près de cet univers. Voilà, donc je dis pas forcément que je lirai tout de suite le tome 2, je vais laisser passer un peu de temps parce que j'ai plein d'autres livres à lire, mais vraiment pour le coup je lirai le tome 2 et je crois qu'il y en a un 3 et un 4e là qui va bientôt sortir. Je les lirai avec grand plaisir. Je suis également en cours d'un livre audio. Il s'agit de La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker, dont vous avez forcément entendu parler. Je l'ai pris, je crois, chez Lizzy, il me semble, quelque chose comme ça. Et je vous conseille cette écoute, je vous mettrai la référence ici. Je vous conseille cette écoute pour la simple et bonne raison. Moi, j'adore les livres audio où ce n'est pas juste une seule personne, un seul comédien qui lit, où du coup vous avez vraiment une voix par personnage, et là c'est le cas, surtout qu'il y a pas mal d'enfants qui interviennent dans cette histoire, et où vous avez un peu de bruitage, et ça j'aime beaucoup parce que vous êtes vraiment plongé dans l'univers du roman. Et là, La très catastrophique visite du zoo, mais on m'avait prévenu, ça n'est pas du tout dans la même veine que ce que Dicker a l'habitude de faire avec Stéphanie Miller, avec Le mystère de la chambre, je sais plus le numéro de la chambre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, etc. On sort vraiment de là-dedans. Il y a quand même un petit fond d'enquête, et moi ça me fait penser un petit peu à... C'est un peu la croisée des chemins, je trouve, entre le club des 5 et le petit Nicolas. Du coup on suit un petit groupe de 5 enfants qui font partie d'une école spéciale, et à côté de leur école spéciale il y a une école normale, et en fait un matin il y a cette école spéciale qui est complètement inondée et il faut qu'ils aillent dans l'école normale, mais eux ils veulent savoir qui a inondé leur école, qui a mis de la pâte à modeler dans la robinetterie et ouvert tous les robinets, ce qui a fait que du coup l'école s'est retrouvée inondée, et ils veulent absolument savoir qui a fait ça. Et du coup ça va être voilà ces enfants qui vont un petit peu mener l'enquête avec leurs mots d'enfant, mais à la fois c'est rigolo parce qu'on aborde les thèmes de comment on résout une enquête, quelles sont les différentes étapes de l'enquête, chercher des témoins, faire pourquoi pas des filatures, enfin il y a toute la terminologie d'une enquête adaptée aux enfants. On aborde le thème de la démocratie, on aborde le thème de la censure avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté, beaucoup de finesse. Pendant toute l'écoute, il y a plein de petits mots d'enfant que j'ai eu envie de noter, parce que vous savez c'est ce genre de réflexion d'enfant, de mots d'enfant qui sont, je trouve, hyper fins et qui nous adultes nous font voir la réalité, ou en tout cas les choses d'une toute autre façon. On se dit bah oui bien sûr c'est d'une évidence déconcertante, mais nous des fois avec nos certitudes on n'analyse plus les choses avec le recul de l'enfance, et du coup j'aime bien ce ton, et clairement c'est un roman intergénérationnel définitivement. Je pense que je vais l'acheter pour l'avoir à la maison, et je le relirai aux enfants parce que c'est vraiment un roman qui s'adapte à toutes les générations. Je suis également toujours dans le livre audio La doublure de Melissa d'Acosta. Je pêche un petit peu, je me dis qu'il faut vraiment là qu'il se passe quelque chose, parce que je suis en train un petit peu de trouver ça pas ennuyeux, alors cette mouche, pas ennuyeux mais un tout petit peu, donc j'espère vraiment que voilà, il va y avoir une petite situation, enfin quelque chose qui va se passer pour redonner un petit peu de rythme du coup à la lecture audio. Et j'ai commencé un livre d'Olivier Adam, Il ne se passe jamais rien ici, édité chez J'ai lu. Alors je ne vais pas vous en parler parce que j'ai lu voilà, j'ai lu que ça, j'ai lu 60 pages, mais voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais commencé ça, et qu'il y a un journaliste du Figaro qui a dit que Olivier Adam signait ici l'un de ses meilleurs romans.
Donc j'en attends beaucoup et comme d'habitude je trouve que les éditions J'ai lu font un travail sur les couvertures que j'aime tout particulièrement. Voilà, j'en ai fini, je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que cette vidéo fait je pense carrément plus d'1h30. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque là, vous êtes juste très courageux et très fidèle et très sympathique. Et sur ce, voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et dans tous les cas, je vous reprends plus tard.